Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité d'être à nouveau présent avec nous cet après-midi pour un webinaire consacré à le point sur le CPF à l'occasion des nouveautés qui se mettent en place avec la nouvelle réforme dans la réforme, on va dire. C'est pas une réforme complète, c'est comme ça, on peut qualifier ça comme ça, qui se met en place. Donc avec Laure Manoukian, qui est directrice adjointe de la formation professionnelle de la Caisse des dépôts, qui est l'adjointe donc de Laurent Durin, qui lui est indisponible. Nous saluons bien évidemment Laurent. Et puis à ma droite donc maître Sabrina Dougalos, qui est aussi une habituée de notre webinaire et donc moi qui anime comme d'habitude cette session. Alors, on va commencer avec Laure, avec la version 10, l'évolution du CPF et des CGU. Est-ce qu'on a un petit point sur le reste à charge dans le diaporama ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. S'il y a quelques questions, on pourra y apporter les réponses qu'on peut apporter à ce stade. Voilà. C'est limité dans. Voilà. Parce que évidemment, la question du reste à charge est une question lancinante qui revient tout le temps. Il y a une loi qui a mis en place ce reste à charge. Enfin, Sabrina peut en parler un peu plus. C'est pas le sujet de notre webinaire aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de décret d'application. Donc, c'est une décision politique pour laquelle, de toute façon, la Caisse des dépôts n'a rien à voir dans cette décision. Et puis, la Caisse des dépôts, elle fera ce qu'il faut faire quand le décret sera paru. Et en attendant, il n'y a rien de nouveau sur le reste à charge. C'est ça qu'on peut dire? Exactement, donc vous l'avez très bien résumé. Aujourd'hui, on a juste un article en L, dont on a commencé, nous, à regarder les modalités de mise en œuvre. Mais cet article en L renvoie bien un décret d'application, et tant que ce décret d'application ne précise pas justement les modalités opérationnelles et donc pour la Caisse, la manière dont elle va le mettre en œuvre, pour nous, c'est un stand-by sur le reste à charge. Voilà, c'était pour commencer sur le reste à charge, pour dire pourquoi ce sujet-là ne sera pas abordé par la suite. Très synthétiquement quand même, parce que c'est intéressant d'inviter les entreprises employeurs à potentiellement réfléchir dans le cadre de leur politique de GEPP. Voilà, alors là, ça va être plutôt dans la partie juridique après la présentation, on va dire, administrative de la Caisse des dépôts. Hein, voilà. Alors, on y va, donc, sur la suite. Quoi de neuf pour le CPF? Voilà. On commence par France Connect. Alors, France Connect Plus, le plus est important quand même dans la dialectique, puisque, alors moi je vais vous faire un petit peu d'historique sur comment on a sécurisé la plateforme depuis son démarrage. Donc, novembre 2019, on lance mon compte formation avec un objectif de facilité d'accès maximal sur ce nouveau service pour que les usagers puissent avoir accès facilement à leurs droits CPF. Ça, c'était déjà le cas avant, mais la réforme de 2018 permet une monétisation des droits. Donc déjà, d'avoir une lecture en euros est beaucoup plus simple quand même qu'une lecture en heures, puisque personne n'achète quoi que ce soit en heures. Donc ça, c'était le premier objet de la réforme. Ensuite, de mettre en œuvre une plateforme, et ça, c'était le gros volet et le mandat extrêmement conséquent qui a été donné à la Caisse, de déployer une plateforme qui permette la mise en relation de l'offre et de la demande de formation éligible au CPF. Donc, novembre 2019, cette plateforme voit le jour. Et les modalités de connexion à ce moment-là, c'était le numéro de sécurité sociale, une adresse mail et un mot de passe. On s'est rendu compte, évidemment, après quelques mois d'usage, que effectivement, en termes de niveau de sécurisation, il fallait qu'on aille un cran plus loin. Et c'est en 2021 qu'on choisit d'intégrer France Connect. Donc, France Connect, c'est un service développé par l'État qui permet de sécuriser les connexions. C'est par exemple un bloc que vous utilisez pour aller dans un point.gouv, dans Amélie. Bref, un service qui est déjà déployé sur beaucoup de services numériques. Donc ça, c'est en 2021. 2021, on a aussi d'autres sujets en lien avec du démarchage, des sujets de fraude qui ont un peu entaché l'image de mon compte formation. Et donc, se pose la question de comment sécuriser encore davantage cette plateforme. L'objectif final étant de sécuriser le bénéficiaire, le titulaire, et non de l'entraver dans l'accès à la formation professionnelle. Donc, c'est toujours une complexité à trouver le juste milieu entre comment je sécurise, mais comment je m'assure que l'expérience utilisateur reste suffisamment fluide.
Donc c'est cornélien parce que voilà, pas simple. Hein, je ne sais pas quand vous regardez tout ce que développent les banques en ligne, pareil, les étapes peuvent être parfois poussives, on a plusieurs codes à rentrer, mais c'est le prix entre guillemets à payer pour pouvoir sécuriser ce qui vont être des transactions financières derrière. On se le rappelle, hein, quand bien même ce qu'on a sur les comptes CPF, il est affiché en euros, on ne peut pas sortir de l'argent comme dans une banque, mais ça reste une monnaie pour aller acheter de la formation. Et donc, quand on a fait le tour de tous les moyens de sécurisation, à ce moment-là, France Connect Plus apparaît comme étant le candidat idéal pour sécuriser davantage la plateforme de compte formation, puisque France Connect Plus s'adosse à l'identité numérique de la Poste, qui est une identité numérique qui a un niveau de sécurité au niveau IDAS qui est un des plus élevés. Il y a encore un niveau au-dessus, mais on va s'affranchir de le mettre sur France Connect Plus, parce que là, pour le coup, plus grand monde pourra venir accéder à la plateforme. Et donc, depuis octobre 2022, France Connect Plus a intégré mon compte formation et il devient obligatoire pour pouvoir mobiliser ses droits formation de détenir une identité numérique auprès de la Poste pour se connecter via France Connect Plus. Alors, j'insiste, hein, on peut très bien continuer à aller consulter ses droits CPF sans passer par l'identité numérique. Elle n'est obligatoire que quand on veut s'inscrire à une formation. En gros, vous l'aurez compris, pour sécuriser la transaction financière qui aura lieu au moment de l'inscription en formation. Donc, France Connect Plus, hein, je l'ai dit, hein, c'est un service de l'État, c'est un hébergeur qui va faire le lien avec des fournisseurs d'identité. Aujourd'hui, le seul fournisseur d'identité derrière France Connect Plus, c'est l'identité numérique de la Poste. Mais France Connect Plus a bien vocation derrière, dans l'avenir, hein, dans les mois qui viennent, à intégrer d'autres fournisseurs d'identité. Donc, plus tard, dans quelques mois, un usager, quand il va cliquer sur France Connect Plus, pourra choisir parmi 3, 4, 5 fournisseurs d'identité. Mais encore une fois, aujourd'hui, seule l'identité numérique est proposée. Donc, l'identité numérique de la Poste, alors, il ne faut pas croire, hein, elle est utile sur plein d'éléments. Hein, par exemple, aller chercher un recommandé, gérer sa carte grise. Bref, elle est appliquée sur plein de services, donc elle n'est pas utilisée que sur nos informations. Et une fois qu'on a obtenu ces identités numériques, 2 canaux existent pour l'obtenir, soit en digital complet, donc là la Poste vous accompagne pas à pas pour créer votre identité numérique, soit on se rend au bureau de poste et on est accompagné par un facteur pour créer son identité numérique. Et une fois qu'elle existe, on a juste un code à 4 chiffres à rentrer à chaque connexion. Oui, ça répond à la question qui nous est posée là déjà, qui est avez-vous conscience du décrochage numérique que rencontrent de nombreux salariés? Justement, l'identité numérique via la Poste permet aussi, par rapport à ces décrochages, de pouvoir aller se rendre dans un bureau de poste pour créer son identité numérique. Hein, c'est ça, Laure? Et exactement. En fait, vous avez effectivement, comme je le disais, la version full digital pour créer son identité numérique, et vous avez entièrement raison de le souligner. Les personnes qui ont des difficultés avec le numérique, qui sont en fracture, ont du mal potentiellement à utiliser ce canal en full digital, et c'est bien pour ça que l'opérateur La Poste, qui est un opérateur de proximité, propose dans chaque bureau de poste un accompagnement pour créer pas à pas son identité numérique. Donc, il y a bien une réponse qui est apportée à ces personnes qui ont des difficultés avec des applications mobiles, faire une vidéo, voilà. Alors, 2 choses. Une personne d'un autre pays de l'Union européenne domiciliée, employée en France, peut-elle obtenir l'identité numérique? Et puis, si on n'a pas un document français, on ne peut pas accéder à l'identité numérique. Bon, ce sont des détails, mais ça a à voir alors, avec ce sont des détails qui ont une importance, hein, effectivement, ça reste oui, la oui, Poste. c'est important. Oui. Mais effectivement, vous avez raison. Donc, si on remet bien les choses en perspective, évidemment, une personne qui n'est pas française, mais qui travaille en France, acquiert des droits au titre de la formation professionnelle et donc a bien un compte CPF. Pour autant, il est vrai que l'identité numérique La Poste, aujourd'hui, exige une pièce d'identité française ou, pour les personnes étrangères, un titre de séjour valide de plus de 5 ans. Donc, si vous ne rentrez pas dans ces cases-là, par exemple, une personne qui vient d'Italie, par exemple, et qui a une pièce d'identité italienne, mais qui n'a pas de titre de séjour, il n'en a pas besoin, dans ces cas-là, lui ne peut pas utiliser l'identité numérique La Poste. Pour autant, ce n'est pas un mur et un trou béant dont on a laissé les usagers face à cette situation. Et donc, la Caisse des dépôts a bien mis en place une solution dite alternative à France Connect Plus. Et donc, pour les personnes qui ne sont pas éligibles à l'identité numérique La Poste,
elles peuvent faire vérifier leur identité à travers un autre canal, alors qui aujourd'hui prend 2 à 3 semaines pour faire vérifier l'identité, parce que cet autre canal répond aussi aux personnes en fracture totale avec le numérique. Et donc, c'est pour l'instant un canal papier. On envoie un dossier avec des pièces justificatives qui sont contrôlées, encore une fois avec une certaine batterie de contrôle, toujours dans une logique de sécurisation des comptes. Et une fois que cette identité est vérifiée, elle permet à l'usager, comme celui qui a une identité numérique, d'accéder aux services, de s'acheter de la formation. Donc, personne n'est laissé pour compte dans cette affaire, quand bien même, peut-être, pour certains, ça peut être un peu plus long que ça ne l'était avant avec France Connect. Merci pour cet éclairage qui est intéressant. Voilà pourquoi il est intéressant de répondre aux questions aussi au fur et à mesure que l'on avance. Alors, juste une petite question, qu'en est-il des agents territoriaux? Est-ce que ce webinaire s'adresse également aux agents de la fonction publique territoriale? Alors, c'est le CPF, ça. Hein. Exactement. Voilà. En fait, agent public ou salarié du privé, tout le monde a un compte CPF. Après, le gros distinguo, c'est qu'on a eu une réforme à 2 vitesses, une réforme qui a été un peu plus rapide et plus aboutie, il faut l'avouer, hein, pour le monde privé. Donc, effectivement, la monétisation et du coup, la mobilisation des droits CPF via mon compte formation n'est possible que pour les personnes qui ont un compte en euros. Mais effectivement, pour les personnes relevant du public, le compte reste valorisé en heures. Et donc, si mobilisation souhaitée de ces heures CPF, ils doivent se retourner vers leur employeur public pour mobiliser ces heures, qui seront converties, bref. Mais ça ne passe pas effectivement par mon compte formation. Il faut reconnaître que la philosophie du CPF pour la fonction publique est quand même très différente par nature, puisqu'intrinsèquement, il n'y a pas de contribution légale mutualisée et que c'est l'employeur public qui a vocation à financer et donc à accorder ou non un départ en formation dans le cadre du CPF. Donc c'est vrai que la logique est de toute façon radicalement différente. C'était déjà le cas dans le cadre du DIF, où on avait un peu une gestion à 2 vitesses de ce dispositif-là. Et finalement, on retrouve pour le CPF. On passe à la slide suivante. Pas de problème. Oui, on peut. Voilà, merci en tout cas pour vos questions. Donc, pourquoi cette évolution? On a déjà dit, non? Oui, effectivement, un cran de sécurisation additionnel. Voilà, on a déjà répondu. Comment ça fonctionne? Voilà, je le rappelle, hein, effectivement, aujourd'hui, France Connect Plus, donc adossé à une seule identité numérique, qui est l'identité numérique La Poste. Et donc, il faut avoir plus de 18 ans, détenir une pièce d'identité française ou un titre de séjour valide qui est supérieur à 5 ans, et avoir un smartphone qui supporte l'application mobile de l'identité numérique La Poste, et donc pas un smartphone trop obsolète. Donc, pareil, hein, pour ces personnes qui n'ont soit pas de smartphone, soit un smartphone qui ne peut pas supporter la version de l'identité numérique La Poste, il y a cette solution alternative qui est proposée pour pouvoir accéder à mon compte formation et mobiliser ses droits. Voilà, comme on vient de le voir. Merci en tout cas pour ces explications très claires, parce que c'est vrai qu'on a souvent... ce document que vous avez sous les yeux, il est en téléchargement déjà, vous devez pouvoir le télécharger pendant le webinaire, et puis vous le téléchargerez après sur notre chaîne, sur Webikeo, avec le replay. Voilà. Bon, on passe cette diapositive-là aussi. Et on passe au sujet suivant, qui sont les conventions de partenariat. Effectivement, alors du coup, la Caisse des dépôts, dans le mandat qui lui est confié par l'État, travaille avec un ensemble d'écosystèmes, d'acteurs de l'écosystème de la formation professionnelle et des compétences. Et les premiers gros partenariats qu'elle a lancés, en fait, se sont noués dès 2020. En fait, dans la mouture de novembre 2019, le CPF, donc originellement, permettait à un usager donc, de se connecter, de voir les droits qu'il avait cumulés au titre de la formation professionnelle et de s'inscrire à une formation éligible au CPF. S'il n'avait pas assez de droits, formation acquis au cours de ses expériences professionnelles, du coup, la seule possibilité qui lui était offerte en 2019 était de payer ce fameux reste à charge par carte bancaire. Sauf que il y a bien d'autres financeurs qui financent de la formation professionnelle et qui étaient intéressés pour venir dans une logique de cofinancement, d'abondement, et la loi le permet bien, donc une liste assez longue, et puis en plus il y a un notamment donc, qui permet un champ des possibles assez important dans les financeurs qui pourraient venir abonder les comptes CPF des usagers lorsqu'ils n'ont pas assez de droits.
Et c'est dans cette logique-là où la Caisse des dépôts a commencé à… Enfin, ça a été dans deux sens, hein, c'était assez bijectif. On allait, nous, voir ces financeurs sont venus à nous également. Et donc, on a commencé à intégrer les financeurs tiers au dispositif Mon Compte Formation. Alors, évidemment, toujours en lien avec notre mandant et avec l'État, le premier financeur tiers qu'on a intégré était Pôle emploi. Donc, juillet 2020, on intègre Pôle emploi. Donc, tout demandeur d'emploi qui était identifié quand il se connectait à Mon Compte Formation, parce que nous, on a interfacé avec les listes de demandeurs d'emploi. Donc, dès qu'un demandeur d'emploi se connecte à Mon Compte Formation, on sait identifier s'il est dans les listes de Pôle emploi. Et donc, si dans son parcours d'achat, il se positionnait sur une formation pour laquelle il n'avait pas assez de droits CPF, il pouvait, s'il le souhaitait, demander une prise en charge par Pôle emploi du reste à charge. Donc, dès juillet 2020, cette possibilité était offerte donc, à l'ensemble des demandeurs d'emploi. Et du coup, Pôle emploi a maximum 10 jours pour accepter ou refuser la demande de prise en charge. Et du coup, à l'issue de ces 10 jours, la réponse est donnée à l'usager qui va pouvoir soit du coup concrétiser son projet de formation parce que Pôle emploi lui a fait une réponse positive, ou bien devoir payer le reste à charge si Pôle emploi lui a fait une réponse négative. C'est un partenariat qui a rencontré un franc succès. Alors pour rappel, aujourd'hui, on a à peu près un tiers des titulaires qui sont des demandeurs d'emploi et qui mobilisent leur compte CPF. Et on en a à peu près un tiers qui vont solliciter, qui n'ont pas assez de solde sur leur droit, sur leur compte CPF et qui vont solliciter un abondement de la part de Pôle emploi. Dans toute cette masse de personnes, de demandeurs d'emploi qui vont solliciter un abondement Pôle emploi, retournons un chiffre qui est important, on a plus de 50% de validation de Pôle emploi. Et dans les 50% de refus, ce ne sont pas ce que nous, on estime être des refus secs, c'est plutôt une redirection de Pôle emploi sur des formations qui sont par ailleurs achetées par Pôle emploi au niveau national ou au niveau régional. Et donc, c'est plutôt une redirection du demandeur d'emploi vers une formation qui est déjà financée par ailleurs par d'autres sources de financement. Donc ça, c'est pour les premières intégrations, pour la première intégration, le premier gros partenariat que la Caisse des dépôts a noué avec un financeur tiers. Et s'en est suivi ensuite la possibilité pour des régions de venir abonder les comptes CPF des titulaires. Donc, on a intégré en premier lieu Pays de Loire, puis on suivi après Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, la Guadeloupe, la Nouvelle-Aquitaine. On a eu aussi Occitanie. Et puis, on est encore en discussion avec la totalité des régions. Certaines vont intégrer le dispositif d'ici fin d'année. Et donc, ces régions-là, ce qu'on leur propose, c'est de nous donner des critères d'identification de titulaires. Par exemple, le critère de l'âge, le critère de la CSP, le critère régional, évidemment, je veux qu'il vive dans ma région. Et après, vont nous donner des critères sur les formations ou certifications qu'ils souhaitent cibler dans la logique d'abondement. Et ensuite, nous donner la règle d'abondement. Je veux compléter à hauteur de 500 €, je veux compléter à hauteur de la moitié du reste à charge. Bref, toutes ces règles sont combinables, imaginables. Et donc, c'est à travers toutes les conventions qu'on noue avec ces régions qu'on intègre automatiquement ces critères dans Mon Compte Formation. Et donc, si vous, titulaire, vous cumulez les critères qui sont énoncés par une région donnée, si vous vous positionnez sur une formation qui est ciblée par cette même région et que vous n'avez pas assez de droits sur votre compte CPF, alors potentiellement, vous allez bénéficier d'un financement tiers. Donc, les régions sont venues compléter la liste des partenaires que nous avions. Et on a aussi des OPCO et des branches, 8, qui nous ont rejoints également dans cette même logique d'abondement automatisé. C'est comme ça qu'on l'appelle dans notre jargon. Donc, des conventions, un champ de conventions assez foisonnant avec ces acteurs qu'on renouvelle au fil des ans avec des règles qui évoluent, qui s'affinent, toujours dans une logique d'aller cofinancer des projets qui ont un lien avec mes problématiques régionales ou mes problématiques de branche, si je suis OPCO branche. Merci. Donc, ça explique d'abord pourquoi, très souvent, quand une personne demande un financement pour l'emploi, Pôle emploi dit vous mobilisez d'abord votre CPF et on voit ensuite. Quand on demande un AIF, une aide individuelle à la formation, le conseiller Pôle emploi dit d'abord le CPF. Et la raison, je crois qu'on vient de la voir, c'est-à-dire qu'on a effectivement un abondement possible après par Pôle emploi.
Et puis, ça nous donne l'occasion de parler du projet de reste à charge dont le ministre des Finances avait dit qu'il serait de 30%, mais les demandeurs d'emploi en seront exonérés. Voilà. Bon, petite parenthèse sur l'éventuel reste à charge personnel. Mais il y a déjà du reste à charge aujourd'hui, c'est ça que vient de dire Laure. Et ce reste à charge, il peut être abondé par l'entreprise. Effectivement, il y a aussi par une région, comme on vient de le voir, par Pôle emploi, et puis par des OPCO, donc tous ces partenariats dont il est important de parler. Alors, on a une question sur un salarié qui possède des droits en heure, peut-il les faire fonctionner dans un sens et dans l'autre? La réponse est non. Hein. Ah si, pardon. Je suis désolée, Michel, la réponse est oui. Je suis là pour apprendre. En fait, je peux effectivement avoir cumulé deux postes qui relèvent d'un côté du public et de l'autre du privé. Donc j'ai bien dans ces cas-là un affichage, j'ai un double compteur, un en heure et un en euros. Et je vais pouvoir convertir dans un sens ou dans l'autre, selon la situation que j'ai à l'instant T. Donc, par exemple, si j'ai été, alors le plus courant, c'est plutôt privé-public, mais on peut avoir l'autre sens, mais c'est moins courant. Si j'étais privé et que je suis rentrée dans le public, dans ces cas-là, je vais pouvoir convertir mes euros en heures pour avoir un paquet d'heures plus conséquent pour financer de la formation. Et à l'inverse, si j'étais agent public et que je vais dans le privé, je vais pouvoir convertir mes heures en euros avec un taux de conversion qui est de 15 euros de l'heure pour pouvoir, du coup, financer un projet de formation plus conséquent. Et ben voilà, c'est une bonne information pour un bon dispositif, parce que effectivement, moi j'ai dit non parce que j'avais en tête le DIF et que la conversion des heures de DIF en euros est terminée. Ça fait de façon automatique au moment où les heures ont été saisies et déclarées. Voilà. Et exactement. Selon la deadline qui était imposée. Voilà, exactement, été 2021. Voilà. Si c'était 2021. Alors il y a eu effectivement 6 mois de laps de temps, parce que c'était normalement début 2021 que devait prendre fin de dispositif du DIF qui effectivement était en heures. C'est ça. Et donc, on a laissé une souplesse aux bénéficiaires pour dire jusqu'à l'été, jusqu'à juin 2021, vous pouvez venir référencer vos heures DIF. Et effectivement, Sabrina, vous avez entièrement raison, heures qui ont été automatiquement converties à 15 euros. Bien, très bien. Alors, on nous demande, la région Île-de-France répond 15 jours avant la formation quand il s'agit d'un financement dans le cadre de l'ARE. Est-ce que les réponses sont données plus rapidement? Comment est-ce qu'on peut trouver... Alors, la région Île-de-France ne nous a pas encore rejoints. Donc, ils ne font pas encore partie des régions avec lesquelles on a noué un partenariat de financement. Donc, pour l'instant, Voilà, ça répond à la question quid de l'Île-de-France qui n'est pas encore dans les partenaires. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver ces conventions de partenariat? J'ai envie de dire, là, elles ne sont pas publiques. Elles ne sont pas publiques. C'est des conventions qui sont nouées entre la région et la Caisse des dépôts. Voilà, et les règles d'attribution tous les critères et les combinaisons ne sont pas forcément rendus publics pour éviter certaines dérives, c'est-à-dire. Bon, sur le reste à charge, qu'en est-il de l'autofinancement? On verra ça. Si quelqu'un qui prend, qui n'a pas assez d'argent sur son CPF peut abonder à titre personnel. Exactement. Et ce depuis 2019, depuis novembre 2019. Je l'ai évoqué, si jamais on n'a pas assez de droits, j'ai 800 euros sur mon compte, je veux m'inscrire à une formation à 1000 euros, je peux très bien payer le complément de 200 euros par carte bancaire. Alors, je les paye à la Caisse des dépôts ou à l'organisme de formation? Alors, je les paye à la Caisse des dépôts. Oui. Et effectivement, c'est la Caisse des dépôts qui ensuite reçoit la facture de l'organisme de formation et paye l'organisme de formation. D'accord. Voilà. Le nombre d'heures est-il bien limité à 150 heures max? Pour l'agent public, oui. Pour l'agent public, oui. Comment les identifier sur le catalogue formation CPF une fois que l'action est faite? Comment identifier les abondements région? C'est ça la question. Alors, ça, c'est automatiquement visible dans mon compte formation. Les abondements automatisés, c'est comme ça qu'on a intégré les régions, les OPCO, les branches. Vous les voyez automatiquement apparaître dans l'ingénierie financière du dossier. Si vous êtes éligible aux critères qui sont fixés par la région, d'un point de vue titulaire, par le financeur, parce que ça peut être en région OPCO branche. Donc, vous voyez automatiquement dans l'ingénierie financière apparaître le montant du financement qui vous est accordé. Donc, si vous cumulez les critères titulaires, si vous êtes positionné sur une formation qui est ciblée par la politique du financeur tiers, et après, si vous n'avez pas assez de droits sur votre compte CPF, parce qu'on est toujours dans une logique d'abondement. Si vous avez assez, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, j'ai 1000 euros sur mon compte, je souhaite m'inscrire à une formation qui coûte 1000 euros, quand bien même je serais éligible à l'abondement de ma région,
comme j'ai assez de droits sur mon compte CPF, je ne bénéficierai pas de cet abondement. Oui, l'abondement, c'est pour quand on a un crédit, CPF insuffisant. Exactement. Voilà. Que ce soit l'abondement de l'autofinancement, d'une région, d'un OPCO ou de Pôle emploi. Exactement. Voilà. Et très bien, ben on continue. Alors, du coup, j'ai un petit peu pris de l'avance sur les partenariats qu'on a menés. Donc là, vous avez toute la liste des OPCO et des branches qui nous ont rejoints en tant que financeurs tiers. Évidemment, on a d'autres discussions en cours pour intégrer d'autres OPCO et d'autres branches. Et sur la slide d'après, vous avez vu… Et Acto, oui. Pardon, Acto, c'est l'ensemble, Acto Fafi, Acto Opcalia, c'est l'ensemble de Acto. Alors, vous mettez un petit doute, je dirais vérifier. Parce qu'Acto est un peu particulier, parce qu'on a gardé un petit peu, non au même titre que les autres OPCO qui ne sont pas monobranches, par définition, ils sont tous pluridisciplinaires, si j'ose dire. Ils ont des champs professionnels plus ou moins larges. Évidemment, Acto, au même titre que l'OPCO EP d'ailleurs, ça fait partie des OPCO qui ont un champ professionnel très élargi, effectivement. Donc, la philosophie de ces partenariats, c'est quand même d'être porté, négocié par branche, exactement, par secteur d'activité. Donc, Acto a très certainement signé une convention avec vous pour certains secteurs d'activité. Exactement. En fait, on va toujours conventionner avec les OPCO, mais effectivement, après, dans les formations ciblées, on va être dans une logique de branche. Oui, c'est ça. C'est Acto Opcalia, oui. Acto Fafi, c'est moins sûr. Parce qu'en fait, derrière le levier de financement, concrètement, comment ça se ficelle, si j'ose dire, c'est que l'abondement financé par l'OPCO est financé sur la section financière contribution conventionnelle. Donc, la logique, c'est que par principe, l'OPCO va financer l'abondement via une contribution conventionnelle qui, elle, aura été instituée par accord de branche. Et donc, c'est bien les branches professionnelles qui sont à l'œuvre pour financer les abondements concernés. Sachant que l'autre levier de financement de l'abondement CPF par un OPCO, il n'y en a que deux, c'est contribution conventionnelle ou au titre du plan de formation, du plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés. Parfait. Alors, d'autres acteurs, d'autres conventions de partenariat. Alors, d'autres conventions de partenariat, donc j'ai évoqué toutes les conventions qui sont plutôt liées aux financeurs tiers qui intègrent le dispositif. On a aussi des conventions de partenariat, donc vraiment qui portent bien le nom, c'est du partenariat avec des organisations patronales, UDP, MEDEF. L'objectif étant dans le cadre de ces conventions, de faire la promotion du dispositif auprès des adhérents, d'en expliquer les tenants, les aboutissants, pour faire en sorte que tous les adhérents de ces organisations patronales promeuvent également le CPF, les utilisent. Donc on est vraiment dans une logique promotionnelle et de partenariat, là où les autres conventions dont on a parlé juste avant sont vraiment dans une logique de convention pour mettre en œuvre des financements tiers dans le cadre du CPF. Petite insiste, parce que vous avez évoqué tout à l'heure les entreprises. Effectivement, dans mon compte formation, on propose aussi aux entreprises de venir cofinancer des projets de formation dans mon compte formation. Pour cela, on leur propose la dotation. Donc, une entreprise a la possibilité de venir dans un portail qui lui est dédié, choisir à partir du NIR, donc le numéro de sécurité sociale de son salarié, de venir doter le compte de son salarié, soit de manière pure et simple, je mets de l'argent sur le compte de mon salarié pour qu'il ait une cagnotte plus importante s'il souhaite se former, ou bien dans la logique d'un projet co-construit avec l'employeur. Donc, c'est des discussions qui se font hors plateforme. Je me mets d'accord avec mon employeur parce que je souhaiterais me former sur telle ou telle formation et que mon employeur y voit un intérêt et accepte de cofinancer ce projet. Et donc, il vient mettre de l'argent sur le compte pour compléter mes droits, pour me permettre de me former sur un projet de formation. Donc, j'ai discuté avec lui au préalable. Il y a une limite financière à cet abondement d'entreprise? Aucune. Voilà, d'accord. Aucune. Donc, à ce jour, on a reçu de la part des entreprises environ 260 millions d'euros de dotation. Donc, alors, je module un petit peu dans ces 260 millions de dotations. Il y a aussi les dotations dites obligatoires, donc que les employeurs sont tenus de verser en cas de manquement. Donc, c'est soit la dotation salariée licenciée, soit la dotation pour défaut d'entretien professionnel. Les abondements correctifs. Exactement. Exactement. C'est ça. C'est si le salarié n'a pas eu de formation pendant 6 ans, je crois. De bilan, d'entretien professionnel dans les 6 ans. D'accord. Voilà. Exactement. Et à terme, vous allez probablement aussi gérer, je pense, les abondements
sanctions au titre des salariés lanceurs d'alerte. Exactement. C'est pour lesquels les juges prud'homaux vont potentiellement pouvoir prononcer une sanction financière. Exactement. Donc vous serez récipiendaire des sous. Exactement. Voilà. Donc dans ces 260 millions, on n'a pas encore les dotations lanceurs d'alerte, mais effectivement, on a un certain nombre de dotations liées à des obligations de la part de l'employeur. Ce n'est pas que du volontaire. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de questions. Ça va être un petit peu difficile de répondre à tout, parce que vous êtes 560 et beaucoup de questions. Alors, Cathy, que l'on salue, nous les filtre, mais alors, les OPCO n'ont pas l'air d'être au courant de l'abondement CPF. Hein, c'est un peu ce que Cathy nous dit de ce qui est raconté sur le chat, mais elle ne transmet pas tout. Est-ce que les accords de branche peuvent intervenir dans les restes à charge? Vous pouvez dire, répondre à quelques questions là qu'on a sous les yeux. Ou... Oui. Alors, sur les accords de branche, je crois que Sabrina a apporté des éléments de réponse. Hein. Tout à fait, mais bien entendu, l'accord de branche, c'est un accord collectif de travail qui peut évidemment définir, que ce soit un accord de branche, un accord d'entreprise ou un accord de groupe d'ailleurs, les conditions dans lesquelles les entreprises auront l'obligation, le cas échéant, de financer le reste à charge. Ça peut être effectivement exprimé en pourcentage de reste à charge, ça peut être exprimé en valeur absolue, un montant fixe, avec des critères déclencheurs ou pas de l'abondement, de tout ou partie de cet abondement en fonction des publics et ou des formations prioritaires. Donc le champ des possibles est infini en fait, et ça relève de la négociation collective, mais donc tout est possible, et évidemment, à charge quand même pour les négociateurs d'écrire les choses les plus précises et opérationnelles possibles, afin que l'opérateur qu'est la CDC soit en capacité quand même de pouvoir le décliner accessoirement dans la bécane qu'elle... Vous faites bien de le préciser, parce que parfois on a des choses assez exotiques. Ouais. Oui, c'est intéressant. Hein. Voilà. Autre abondement, pensé au C2P, au CEP, très peu connu, insuffisamment. Pardon, mais le CEP n'est pas une modalité de cofinancement du CPF. En revanche, le C2P, oui, effectivement, il y a une complémentarité possible entre le compte de pénibilité et le CPF, mais pas le CEP, en revanche, hein, qui est le conseil en évolution professionnelle et qui n'a pas vocation à financer d'une façon ou d'une autre le CPF. Ah. Mais on a beaucoup d'acronymes. Peut-être que la personne voulait faire référence au CEC. Au compte d'engagement citoyen. Ah bah oui, c'est sûrement ça. Je me suis dit, il y a peut-être eu on a peut-être ripé sur le clavier. Mais effectivement, c'est deux autres sous-comptes qui composent d'ailleurs, on le dit peu, mais le CPA, le compte personnel d'activité, qui donc est décliné en 3 sous-comptes. Donc on a énormément du CPF, mais effectivement, il y a le C2P pour les salariés qui en sont dotés, exposés à un ou plusieurs facteurs pénibilité, et le compte d'engagement citoyen, effectivement, qui a vocation à être maintenu et à potentiellement pouvoir être mobilisé, y compris une fois qu'on a liquidé ses droits à la retraite et qu'on souhaite s'investir dans un projet dit citoyen associatif. Voilà. Bah, c'est bien. Alors, l'entreprise peut-elle récupérer un document qui peut justifier cette dotation sur la plateforme quand il fait une dotation volontaire? Alors, encore une fois, hein, donc dans la manip, hein. Je suis dans le cas de figure où je suis dans un projet de co-construction, je suis moi titulaire, je commence mon projet de formation dans mon compte formation, et si je constate que je n'ai pas assez de droits pour le financer jusqu'au bout et que je souhaite demander un cofinancement à mon entreprise, je peux télécharger un document qui précise le dossier de formation sur lequel je souhaite me positionner, la formation visée, le montant, et aller avec ce document discuter avec mon employeur. Donc ça, ce n'est pas une preuve de la dotation, mais c'est déjà un lien qui prouve ce sur quoi le titulaire souhaite se mobiliser le cofinancement de son salarié, de son employeur. Ensuite, l'employeur, lui, comme je le disais, il y a une plateforme qui lui est dédiée, où il va faire ses dotations. Toutes ces dotations sont tracées dans un tableau de bord. Donc, il y a bien une possibilité d'extract de ce tableau de bord qui précise que l'entreprise a versé une dotation à un tel ou un tel, de tel montant, à tel jour. Voilà. Et à la question de savoir si l'employeur peut doter tous les comptes des salariés avec le même montant, s'agissant des dotations volontaires, je suppose. Il y a quand même un petit sujet juridique là qui est, alors moi c'est une déformation professionnelle, mais qui est le sujet de l'inégalité de traitement entre salariés. Donc c'est la raison pour laquelle il est quand même en pratique préférable à terme d'être dans une logique de négociation collective et de prévoir des règles objectifs, génériques, bien définis dans le cadre d'un accord collectif de travail, parce que du coup, évidemment, on bénéficie quand même d'une présomption, même si elle est simple, de ce qu'on respecte l'égalité de traitement entre salariés.
Évidemment, en pratique, il est tout à fait possible, même si on n'est pas couvert par un accord collectif, de faire des dotations volontaires qui sont évidemment pas forcément les mêmes en fonction des situations et en fonction des salariés qui le demandent. Mais c'est vrai que pour se prémunir d'un éventuel risque de recours sur la thématique de l'égalité de traitement, on peut se dire que quand c'est une pratique qui devient assez généralisée, pour éviter quand même de devoir reconnaître un usage et de devoir le dénoncer après, c'est plus confortable quand même, me semble-t-il, d'être couvert à terme par un accord collectif de travail. Lanceur d'alerte. Oui, alors c'est peut-être Myriam souhaite des précisions sur les modalités d'abondement du CPF pour les salariés lanceurs d'alerte. Pour faire très court, l'évolution législative qui a été prévue et qui est en vigueur désormais, c'est le fait que quand une entreprise est condamnée pour avoir licencié un salarié lanceur d'alerte, et dans ces circonstances-là précisément, eh bien, le juge prud'homal va pouvoir condamner l'entreprise à devoir verser au salarié un abondement dit indemnitaire. Je ne veux pas dire correctif, mais là, c'est un abondement indemnitaire dans la limite du plafond maximal des droits qu'on peut acquérir dans le cadre du CPF. Et le cas échéant, cette somme-là aura vocation effectivement à figurer sur le compte CPF. Donc, ça veut dire qu'en pratique, l'entreprise devra verser les sous à la caisse des dépôts. Ben voilà, c'est intéressant tout ça, merci. Alors, on continue peut-être les micro-entrepreneurs, quel est le mode de calcul de retraite, bon. Sur les micro-entrepreneurs, c'est des travailleurs indépendants, donc oui, ils sont bien évidemment éligibles au CPF. Les règles ne sont pas du tout les mêmes, c'est en fonction de leur chiffre d'affaires concrètement, puisqu'ils n'ont pas vocation à être salariés eux-mêmes. Donc, c'est pas calculé en fonction de la masse salariale, mais en fonction effectivement de leur chiffre d'affaires. Et après, est-ce qu'on peut suivre une formation payée avec son CPF avant la liquidation de ses droits à la retraite si la formation n'a lieu qu'après le départ en retraite? C'est une bonne question parce qu'effectivement, les compteurs CPF désormais ne sont plus fermés au moment de la liquidation des droits à la retraite. Ils sont toujours ouverts. En revanche, l'idée, c'est qu'effectivement, on mobilise son crédit CPF quand on est encore salarié, me semble-t-il. Donc, alors aujourd'hui, parce que la manière dont est écrit le texte est difficile à mettre en œuvre dans une plateforme. Donc aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est de bloquer l'utilisation des droits à partir de 67 ans. Voilà, on va peut-être devoir. Il va peut-être falloir. Il va falloir qu'on change cette date, enfin ce blocage. Mais par contre, si, nous techniquement, jusqu'à ce qu'on soit arrivé à l'âge de départ légal à la retraite, vous pouvez mobiliser vos droits CPF. Quand bien la formation commencerait a posteriori. Ce qui va faire foi, c'est la date de mobilisation des droits. D'accord, donc en fait, il faut mobiliser son CPF et donc demander un démarrage de dossier, alors même si la formation démarre après. Oui, nous, ce qu'on ira contrôler, c'est effectivement le moment la date de validation. Oui, c'est ça. La réponse est plutôt oui. Donc, alors, activité de régulation, passe au sujet suivant, parce que, bon, l'heure tourne vite, hein, vous voyez. Allez, pardon. Alors, les activités de régulation. Là, on rentre sur les sujets, pas les sujets qui fâchent, mais enfin des sujets un peu brûlants. Laure, à nouveau. Alors, dans les grands principes directeurs d'activité de régulation, dès le départ, dès novembre 2019, quand on a ouvert le dispositif Mon compte formation, ce dispositif dans son ensemble est régi par des conditions générales d'utilisation. Ces conditions générales d'utilisation, on va y revenir juste après, on en est déjà à la version numéro 10, donc elles évoluent au fur et à mesure des différentes évolutions de la plateforme ou des textes réglementaires. Donc, on a le technique qui drive les évolutions de TCGU, mais également le cadre réglementaire et tout ce qui relève de la jurisprudence et des usages qui sont constatés. Donc, quand on voit qu'il y a des dérives ou autres, on fait évoluer nos CGU en fonction. Donc, ça, c'est le premier volet, on va dire, de régulation. Ensuite, on a évidemment des évolutions techniques parce que le mieux pour contrecarrer et réguler une plateforme, c'est de faire en sorte que les contrôles soient embarqués et faits à chaud et non a posteriori. Donc, on a un certain nombre de contrôles bloquants ou autres qui permettent de réguler la manière dont les usagers, les différentes catégories d'usagers, d'ailleurs, pas que les titulaires, on parle ici des organismes de formation également, comment on régule en mettant les blocages et les contrôles aux bons endroits dans le parcours, y compris dans une logique pédagogique, c'est pas que de la régulation, c'est de dire, voilà, par exemple, mettre des contrôles sur les types de formations qui sont intégrés dans mon compte formation nous paraît pertinent, pas que dans une logique qualitative, mais parce que
il y a parfois des organismes de formation qui pensent que telle ou telle action de formation est éligible au CPF, alors que ce n'est pas le cas. Donc, on est aussi dans une logique pédagogique. Donc, on a tout le volet d'évolution technique et de contrôle embarqué. Ensuite, on a évidemment tous les contrôles qu'on effectue pendant et a posteriori. Donc, quand je dis pendant, c'est surtout tous les contrôles sur notre plateforme sur les organismes de formation qui sont référencés et les offres qui référencent. Donc, la Caisse des dépôts effectue au fil de l'eau en continu des contrôles aléatoires ou ciblés sur des actions de formation, sur des typologies ou sur des organismes de formation. Ou, quand je le disais a posteriori, c'est tout ce qui est contrôle de service fait, sur le service fait évidemment rendu dans le cadre des formations, et des contrôles a posteriori sur des dossiers ou sur des organismes de formation qui peuvent donner lieu à des sanctions. Donc les sanctions pouvant aller d'une remise d'une demande de mise à l'équilibre. Alors, je n'ai pas le bon terme, pardon, mais de mettre tout d'équerre de mise en conformité, merci Sabrina, de mise en conformité jusqu'à un déréférencement de la plateforme. Et parfois, dans les cas qui sont jugés les plus graves, comme de l'usurpation, du faux, dans ces cas-là, on va jusqu'à la plainte pénale. Voilà. Sabrina, peut-être des choses à dire sur le sujet, non ? Non, on va peut-être en reparler avec le petit focus sur les contentieux et là où on en est, parce que vous avez fait un recensement assez exhaustif des contentieux en cours, à la fois devant le juge administratif et devant le juge pénal aussi. D'ailleurs, il y a quand même eu un certain nombre de recours, avec un nombre, d'un point de vue purement chiffré, rien de très surprenant. Statistiquement, il y a un nombre en légère augmentation, mais c'est en adéquation avec la montée en puissance, si j'ose dire, de vos procédures de contrôle, un peu par vague et par thématique d'action, puisqu'il y a eu quand même une première vague, me semble-t-il, formation ACRE, et là, de ce que je comprends, on est plutôt sur les bilans de compétences. Donc, entre-temps, il y a eu les formations digitales, où il y a eu un gros coup d'arrêt aussi, quand même, avec malheureusement, on a vu quand même l'essor de pratiques très limites sur notamment les formations digitales, et donc qui a certainement induit un mouvement de fond à côté CDC sur vos pratiques de régulation. En fait, il y a eu deux mouvements, je dirais, sur tout ce qui relève de la régulation. Il y a tout ce qui nous a été dicté par l'écosystème et qui a permis de réguler cette plateforme. On pense à la mise en œuvre des contrôles sur les habitations informées. En fait, aujourd'hui, quand un certificateur va déposer une certification ORS ou RNCP auprès de France Compétences, il doit également identifier les organismes de formation qui l'habilitent à former sur sa certification. Et donc, ces éléments-là, la Caisse des dépôts les récupère depuis France Compétences depuis fin 2021. Donc, premier volet, on a mis en place les contrôles sur les habilitations informées pour s'assurer, et c'est aussi pour assurer la qualité de la certification, c'est-à-dire qu'on évite d'avoir des organismes de formation qui disent former sur une certification alors qu'ils ne sont pas du tout aptes à le faire, ni habilités par le certificateur. Donc ça, c'est le premier volet, dicté encore une fois par l'écosystème. Calliope, qui est arrivé dans le champ et qu'on a mis en œuvre également en 2022. Et puis, tout le travail qui a été mené par France Compétences de non-renouvellement de certaines certifications qui étaient inscrites au répertoire spécifique. Donc ça, c'est plutôt ce que je vais dire, la régulation qui a été plutôt drivée par l'externe et poussée par l'écosystème de régulation en dehors de la Caisse des dépôts. Et évidemment, la Caisse des dépôts, elle a aussi appris au fil de l'eau dans la mise en œuvre du mandat qui lui est confié. Et effectivement, dès 2021, a commencé à réfléchir à des actions plus ciblées, plus systématiques de régulation et de contrôle de l'offre de formation. Donc, effectivement, on a constaté assez rapidement des dérives sur les actes, les actions de création-reprise d'entreprise. Et donc, a eu lieu en 2022 une première opération assez massive de contrôle de ces actions de formation qui ont mené à un nombre de déréférencements assez conséquent d'organismes de formation, 2500 sur 2800 qui ont été contrôlés. Et sur ces 2500, très très peu de recours. Donc, ce qui prouve bien qu'on ne devait pas être très Ça, loin. c'était les formations ACRE ? C'était sur les organismes de formation qui proposaient des formations ACRE. D'accord. Ah oui. Voilà. Donc, j'ai les chiffres sous les yeux, j'avais mon petit stencil sèche, mais on a déréférencé 2800. En 2022, on a déréférencé 2800 organismes de formation, dont 2500 qui étaient liés à l'opération ACRE. D'accord.
et très très peu de recours sur ces déréférencements, ce qui montre bien qu'on ne devait pas être très très loin d'avoir déréférencé 2500 organismes de formation qui n'auraient pas dû être présents sur notre plateforme. Donc ça, c'est la première vague massive de contrôle qu'on a lancée. On en duplique une similaire, mais à bien moins grande échelle sur le bilan de compétences. Mais on a bien préparé ce contrôle. C'est-à-dire qu'au préalable, on a mis en ligne un guide pratique qui précise bien comment faire du bilan de compétences dans le cadre de mon compte formation. Guide pratique qui a été co-rédigé, co-construit avec les acteurs de l'écosystème, y compris des fédérations d'organismes de formation et du bilan de compétences. Donc, ce n'est pas juste la Caisse des dépôts qui, tout seul dans son coin, a écrit ce guide pratique. Encore une fois, on l'a co-construit et co-rédigé avec les acteurs référents dans l'écosystème. Donc, ce guide pratique a été publié en fin 2022. La Caisse des dépôts a envoyé à l'ensemble des organismes de formation proposant du bilan de compétences une lettre d'information leur précisant qu'il y avait ce guide pratique qui doit être respecté et donc que chacun d'entre eux devait prendre connaissance de ce guide pratique. Et ce n'est qu'après qu'on a lancé cette campagne de contrôle ciblée sur les organismes de formation proposant du bilan de compétences. Cette campagne est en cours, donc je ne peux pas encore vous donner les résultats, mais en tous les cas, on est dans une démarche où on fait de la pédagogie d'abord, et ensuite, effectivement, on mène ces campagnes de contrôle, mais et pas dans une logique, on fait la campagne de contrôle, et puis la pédagogie viendra après. Donc, ça nous paraît ne pas être constructif. Et après, évidemment, sans rentrer dans le détail, parce que je pense que ce n'est pas le lieu, mais voilà, on affine les manières dont on fait le contrôle du service fait. Alors, il y a des contrôles aléatoires, puis il y a des contrôles plus ciblés sur des cas particuliers. Et puis après, il y a tous les contrôles qu'on va faire en aléatoire ou ciblés également sur l'offre de formation en tant que telle. Alors, sur des typologies de formation ou de typologies d'organismes de formation. Voilà. Alors, plusieurs questions. Nous sommes bien d'accord, le CPF ne peut en aucun cas financer les formations en ADB. ADB, c'est quoi? Vous ne savez pas? Moi non. Donc, on passe cette question. Financement d'un bilan de compétences à l'initiative d'un salarié, la règle des 30% sonne passablement. Bon, là, quelle est la réponse de l'État? Quand l'État aura répondu et quand le législateur aura répondu et le gouvernement, c'est-à-dire avec un décret d'application, on pourra vous dire la réponse de l'État. Pour l'instant, on ne l'a pas. Hein. Et la Caisse des dépôts est un exécutant, voilà, et que tant que les décrets d'application ne sont pas là, la Caisse des dépôts ne peut rien faire sur ce sujet-là. Donc, encore une fois, ce sujet du reste à charge de 30%, d'abord 30%, c'est ce que dit le ministre de l'économie et des finances. Maintenant, tout le monde est vent debout contre le principe du reste à charge et en tout cas ce montant de 30%, donc la discussion continue. Voilà. Double contractualisation, en revanche, c'est une question que j'avais posée l'autre jour quand on discutait, c'est-à-dire il est interdit d'établir une relation directe avec la personne qui bénéficie d'un CPF quand on est organisme de formation. Seul vaut le contrat avec la Caisse des dépôts. Et il ne doit pas y avoir de contrat, de relation contractuelle directe entre l'organisme de formation et la personne qui suit la formation. Et ma question, qui rejoint un petit peu la question là, qui est posée là, c'est néanmoins, on a l'obligation de faire que la personne qui a son CPF qu'elle mobilisait sur une formation, il faut bien qu'elle nous apporte la garantie qu'elle va bien aller passer la certification pour laquelle le CPF est mobilisé. Parce que s'il n'y a pas de certification au bout du CPF, alors ce n'est pas une formation certifiante, alors elle n'est pas éligible au CPF. Donc il faut bien que moi, en tant qu'organisme de formation, j'ai quand même un moyen de contrainte et de recours éventuel contre cette personne qui dirait, moi je m'en fous, j'ai mobilisé mon CPF et la certification, ça ne m'intéresse pas. Alors là, peut-être Sabrina pourra mieux répondre, mais nous, effectivement, ce qu'on va regarder, c'est qu'un organisme de formation propose une offre éligible au CPF et s'assure qu'il va cumuler qu'il va mettre en œuvre tout ce qu'il peut pour amener l'usager au passage de la certification. En revanche, on ne va jamais lui faire incomber le fait que l'usager ne s'est pas présenté à la certification, n'a pas souhaité la passer.
Enfin, ça, c'est plus compliqué. Donc, ça reste une obligation de moyens renforcée, parce que c'est à l'organisme de formation de conserver la preuve et les éléments probants qui démontrent qu'il a tout mis en œuvre dans son processus d'accompagnement pour amener le stagiaire à passer la certification. Mais ce n'est pas une obligation de résultat, dans le sens qu'effectivement… Alors justement, la double contractualisation, en tout cas, même si ce n'est pas une contractualisation, c'est une lettre d'engagement de la personne qui mobilise son CPF d'aller passer la certification, c'est un moyen de contrainte. Si je dois rembourser la Caisse des dépôts, parce que j'ai un pourcentage trop élevé de personnes qui ne vont pas passer la certification, il faut bien quand même que les personnes soient engagées aussi. À mon sens, rien n'interdit à ce que l'organisme de formation contractualise avec le stagiaire pour lui demander un certain nombre d'engagements de faire, d'engagements de moyens, dès lors que ça ne porte aucunement sur des dispositions de nature financière, puisqu'en fait, ce que prévoit le Code du travail précisément, c'est qu'il n'y ait pas de contractualisation sur les dispositions financières, puisque précisément dans le cas du CPF, c'est la CDC qui est le financeur unique du dispositif. Et là, la question qui est posée sur la double contractualisation, d'ailleurs, c'est sur les bilans de compétences. Ce n'était pas sur le CPF certifiant, avec peut-être là des spécificités liées au bilan de compétences. Pour dire, est-ce que dans le cadre d'un bilan de compétences, finalement, des documents à vocation contractuelle de la CDC, de façon totalement dématérialisée, évidemment, permettent bien de se substituer intégralement, on va dire, à la formalisation, en principe imposée, d'un contrat, effectivement, entre l'individu et le centre de bilan de compétences pour la vente d'un bilan de compétences. Donc, j'avoue que moi, je n'ai pas regardé cette question de façon spécifique, mais il me semble que pour le bilan de compétences, on raisonne de la même façon. Exactement, comme pour les autres, il n'y a pas d'autres contrats à envisager en dehors de ce qui est contractuel dans mon compte formation. C'est ça. C'est bien le fait que j'ai validé les conditions générales d'utilisation et que je me suis inscrite dans mon compte formation qui fait foi. Donc, je n'ai pas besoin de plus. Voilà, c'est un petit peu différent. Bon, on va passer rapidement parce que le temps passe vite. On ne peut pas prendre toutes les questions. Combien de recours en pourcentage sur les ACRE oui. Non, je pense que c'est les recours post-déréférencement. Alors aujourd'hui, le seul chiffre que je peux vous donner, c'est qu'on a eu à peu près une centaine de recours administratifs. Sur cette centaine, on a eu à peu près de moitié de décisions qui ont été prises. Et sur cette moitié, donc une cinquantaine de décisions qui ont été rendues, une dizaine qui sont défavorables à la Caisse des dépôts. Donc, on est à peu près, pour l'instant, si je fais juste une statistique là, on est à 15-20% de rejet, d'acceptation de ces recours. Voilà. Alors, sur la question, est-ce qu'on peut organiser un webinaire sur la VAE? Regardez dans les archives de la chaîne Qualité et Formation Professionnelle. Nous avons déjà fait ce webinaire sur la VAE, comme celui que nous avions fait sur le bilan de compétences. Ceci dit, on va faire un webinaire sur la VAE avec la réforme de la VAE qui se met en place. Et en particulier, l'importance que vont prendre les blocs de compétences. Voilà, et je vous invite, pour en savoir plus, à vous inscrire à notre webinaire du 22 juin, parce qu'on va vous proposer un système de mise en avant des blocs de compétences que personne ne voit aujourd'hui. Or, pourtant, on nous dit VAE, bloc de compétences, VAE, bloc de compétences, et je les trouve où, ces blocs de compétences? Personne ne répond. Alors, allez sur France Compétences, bon courage. Voilà, alors… J'ai failli vous apporter cette réponse. Pardon? Heureusement que je ne l'ai pas faite, parce que j'ai failli vous apporter cette réponse. Oui, sur les blocs de France Compétences, oui, mais enfin bon, faut aller voir les certifications une par une, aller fouiller dans chaque certification, enfin c'est compliqué, quoi. Donc là, j'anticipe sur notre webinaire du 22 juin. Voilà, on présentera la solution que CFS Plus met en place. Voilà, on passe au sujet suivant, puisqu'on a encore Sabrina aussi, bilan des activités de régulation. Je l'ai dit, voilà, ça a été dit. Bilan contentieux, pareil, on vient de le dire. Alors, ce qui change dans la version 10. Alors, très rapidement, déjà, j'en profite. Voilà. On a un engagement assez fort de la Caisse des dépôts à communiquer bien plus en amont sur les conditions générales d'utilisation, chose qu'on a peut-être insuffisamment fait sur les précédentes versions. Donc, ce à quoi on s'engage, c'est d'informer systématiquement les fédérations des organismes de formation en avance de phase sur les différentes versions et les évolutions des conditions générales d'utilisation. Et j'en profite, n'hésitez pas à aller régulièrement sur la plateforme d'information qui est mise à disposition des organismes de formation. On met à jour l'édito, des actus, l'actualité des articles, la FAQ,
qui sont extrêmement bien maintenues et mises à jour et qui vous donnent toute l'information sur les évolutions et de la plateforme et des conditions générales d'utilisation. Et si on fait un petit focus sur la version 10 des conditions générales d'utilisation, si j'en fais l'exégèse dans les grandes évolutions, on demande systématiquement aux organismes de formation de nous préciser quel est le représentant légal, le représentant financier. Alors, j'ai plus les bons termes, c'est la slide d'après, je ne les ai pas forcément appris par cœur. Voilà. On demande à répertorier nommément le représentant légal, le responsable pédagogique, le responsable administratif et le responsable financier, pour être certain d'avoir les bons contacts quand la Caisse des dépôts souhaite pour tel ou tel élément, contrôle ou demande de précision, s'adresser à la personne adéquate pour avoir la réponse et éviter qu'elle tombe dans la mauvaise boîte mail ou qu'elle n'arrive jamais à destination. On a également précisé dans ces conditions générales d'utilisation certains cas de force majeure. Et donc, par exemple, ont été précisés que les cas de congé maternité, paternité, la maladie ou l'hospitalisation des ascendants et descendants de premier rang sont bien pris en charge dans le cas des forces majeures. Et pareil que en cas d'empêchement à utiliser les locaux par l'organisme de formation, dans le cas de catastrophe naturelle, ça fait bien partie d'un cas de force majeure. Parce que pour rappel, les cas de force majeure sont autant côté titulaire que organisme de formation. Et évidemment, impliquent des conditions d'annulation ou de réalisation partielle qui ont des impacts différents en cas de force majeure qu'en cas sans cas de force majeure. Oui, c'était bien de préciser parce qu'effectivement, la force majeure. Ça peut être assez vague. Oui, c'est surtout que la condition liée à l'externalité n'est pas forcément démontrée sur des congés liés à la parentalité. On connaît le terme, c'est prévisible, etc. Donc, c'était bien de le prévoir parce que c'est favorable au titulaire. Exactement. Et après, on a mis en place un onboarding, un process d'enrôlement des organismes de formation depuis octobre 2022. Et donc là, on précise qu'il faut remplir cette demande d'accès via le formulaire qui est mis à disposition dans mon compte formation. Voilà. Bon, très bien, merci pour ces informations. Voilà, on a terminé un peu avec la partie Caisse des dépôts. C'est très complet, très intéressant et très, très riche. Le fait que le bénéficiaire ne passe pas la certification impacte-t-il le paiement de l'organisme de formation? La réponse, c'est surtout sur les pourcentages, c'est ça Alors, encore une fois, l'organisme de formation, on le paiera toujours, que la certification soit passée ou pas. C'est en cas de contrôle a posteriori que la Caisse des dépôts s'assurera. C'est exactement ce que disait Sabrina, qu'il a mis tout en œuvre pour que l'usager aille jusqu'au passage de la certification. Encore une fois, il ne peut pas obliger l'usager à passer la certification. Oui, mais enfin, un organisme de formation qui dit, bon, moi, ils vont passer la certification ou pas, c'est pas mon problème, lui, il va avoir des soucis quand même. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une obligation de moyens à mettre en place, dont peut-être effectivement une partie contractuelle, mais qui ne touche pas à l'aspect financier, mais un engagement de la personne à dépasser la certification. Enfin, nous, chez CFS+, on n'utilise pas le CPF. Je pense que si on le faisait, moi, je ferais signer un engagement de la personne à dépasser sa certification. Bon, voilà, et ça fait partie des moyens possibles. Et ce n'est pas un contrat qui vient bousculer la relation financière avec la Caisse des dépôts. Donc, je suis content d'apprendre que ce serait possible de faire ça. Voilà. On passe à Sabrina sur les mesures législatives par rapport au CPF. Sabrina. Oui, là, l'idée, c'était plus de faire une sorte d'overview des évolutions législatives sur les 6 derniers mois, si j'ose dire, parce qu'il y a eu quand même une accumulation d'évolutions législatives assez structurantes en fin d'année dernière, liées à un objectif du législateur qui était assez évident. Le premier, c'était réguler les pratiques clairement illicites, exponentielles autour du CPF. L'intermédiation via une plateforme numérique et via un impérateur unique qui est la CDC a certainement contribué, avec en plus le développement très massif des formations digitales liées en plus aux périodes de confinement qu'on a vécues pendant la crise sanitaire. Tout ceci a certainement expliqué un peu de façon, si j'ose dire, plurifactorielle, le fait qu'il y ait eu effectivement des pratiques illicites très fortes
qui ont amené quand même le législateur à réagir et à prendre des mesures en adoptant effectivement plusieurs textes législatifs afin de renforcer cela et d'arriver à mieux réguler les pratiques et les usages autour du CPF. Et puis il y a eu, et j'en parlerai juste après, quand même une deuxième intention très forte du législateur qui est de réguler l'usage du CPF sur le plan financier. Donc là, on n'est plus dans des logiques, si j'ose dire, macroéconomiques, où là, la préoccupation quand même du législateur, c'est une préoccupation d'équilibre économique budgétaire global, confère évidemment la situation financière globalement de France Compétences. Et donc, effectivement, dans cette équation-là plus globale, l'idée, c'est de considérer qu'effectivement, il faut probablement réguler davantage les usages et l'utilisation du CPF parce que, globalement, les contributions légales des employeurs en matière de formation professionnelle ne permettent pas, à court et moyen terme d'ailleurs, de financer l'intégralité des dispositifs d'accès qu'il convient de financer, à commencer par l'apprentissage et la formation des demandeurs d'emploi. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle on a eu globalement une conjonction de textes législatifs qui ont été adoptés en fin d'année dernière. Alors, la première d'entre elles, c'est un texte qui est générique d'ailleurs, qui date du 16 août 2022, qui est venu effectivement renforcer la nature des sanctions, la durée des sanctions pénales en cas de pratique commerciale trompeuse ou agressive. Ce n'est pas un texte spécifiquement dédié au CPF, mais il concerne le CPF notamment. Et donc concrètement, en cas de pratique commerciale trompeuse ou agressive, eh ben, les durées d'emprisonnement ont été augmentées d'autant. 3 ans, une peine d'emprisonnement de 3 ans quand la pratique commerciale trompeuse débouche sur la signature d'un acte de vente autour du CPF, et puis la sanction est portée à 10 ans ou 7 ans quand elle résulte d'une pratique en bande organisée. Le deuxième texte législatif qui, lui, est dédié au CPF, c'est la loi du 19 décembre 2022, qui comprend 2 volets. Le volet, effectivement, prohibition du démarchage abusif. On en a tous subi un peu, on en a tous bénéficié là, a posteriori, parce qu'effectivement, on est quand même beaucoup moins sollicité en termes de démarchage via nos smartphones, etc. Donc, globalement, on a interdit la prospection commerciale des titulaires du CPF par tout moyen de communication à distance. Donc, ça a été fait avec des actions de renforcement des prérogatives des agents de contrôle. Donc, ça, c'est le premier volet, si j'ose dire, de cette loi. Et puis, sur le deuxième volet, je me permets. Pardon. Ça ne fonctionne pas. si, pardon. Voilà. J'ai appuyé sur le bouton. Non, mais voilà. C'est ça. C'est ça, exactement. Pardon, on a des mesures dans cette loi là, du 19 décembre qui ont été également adoptées afin de lutter contre la fraude. Et à ce titre-là, il y a eu effectivement un renforcement, notamment des mesures de référencement qui ont été prises par la CDC. Alors, Laure l'a très justement expliqué, c'est certainement une recherche d'équilibre entre le fait de ne pas obstruer trop fortement les conditions de recours et d'usage au CPF, aussi bien côté prestataire de formation que côté utilisateur, mais pour autant d'arriver à mieux réguler quand même et éviter autant que possible les pratiques frauduleuses. Donc désormais, il y a effectivement une procédure de référencement préalable de chaque organisme de formation sur la plateforme, des conditions de recours à la sous-traitance pédagogique qui vont être renforcées davantage. On attend un décret d'application sur les conditions dans lesquelles le sous-traitant pédagogique d'un organisme de formation référencé sur EDOF devrait, le cas échéant, lui aussi être certifié Calliope, parce qu'on attend un texte réglementaire pour venir préciser cela. Et puis une autre mesure qui est peut-être davantage technique, mais qui est quand même assez intéressante, c'est que la loi a permis à la CDC de pouvoir délivrer des titres exécutoires, on appelle ça des contraintes, afin d'obtenir directement auprès des organismes de formation concernés le remboursement des sommes que la CDC aurait indûment versées suite à une procédure contradictoire qui aurait abouti effectivement au prononcé d'une demande de remboursement des sommes. Et bien désormais, la CDC peut délivrer une contrainte, prérogative d'ailleurs qu'on retrouve pour les opérateurs dans le champ de la sécurité sociale qui eux aussi, comme la CNAV, peuvent délivrer des contraintes pour pouvoir potentiellement, donc c'est un titre exécutoire qui évite de passer par la voie judiciaire, ça permet potentiellement de désengorger les tribunaux et évidemment d'améliorer, on va dire, les actions de recouvrement des opérateurs publics. Voilà. Donc ça, c'est une mesure qui a été mise en place fin d'année dernière. Alors, en pratique, ce sera intéressant de voir dans quelle mesure vous vous êtes emparé de cette possibilité-là de pouvoir recouvrer directement les sommes que vous considérez avoir indûment versées aux organismes de formation.
Alors, quoi qu'il en soit, effectivement, on attend un décret d'application sur un certain nombre de ces mesures-là qui ont été posées par la loi de décembre dernier. On est en mai. Bon, on peut raisonnablement se dire que quand même, le texte réglementaire devrait être publié d'ici la fin de l'année. Voilà, en particulier. Je n'ai pas du tout, moi, personnellement, de visibilité sur le... Non, bien sûr. Personne n'a de visibilité sur les décrets. Pas même le ministre des Finances. Peut-être quand même. Ah oui, non, mais là, on est sur des textes d'application réglementaire. Alors, oui. Certainement, là, ça doit certainement être un décret en Conseil d'État, mais c'est pas dans la tuyauterie du Parlement, c'est la tuyauterie c'est le ministère du Travail. Oui, là, c'est le ministère du Travail. En tout cas, la question, c'est sur la question du Calliope pour les sous-traitants, qui, d'abord, c'est pour les sous-traitants des organismes de formation inscrits sur EDOF quand il y a une formation payée par un CPF, qu'en est-il de ces sous-traitants-là qui devraient avoir Calliope, hein, et en particulier pour éviter aussi la sous-traitance en chaîne. Là, je ne vais pas présager de ce que va écrire le ministère du Travail dans le décret qui devrait être adopté, mais il y a plusieurs façons de voir le sujet. Effectivement, les modalités de sous-traitance sont entre guillemets infinies. Il y a la sous-traitance en cascade, qui est certainement une pratique que va vouloir réguler le législateur, mais on a aussi des pratiques de sous-traitance intégrale, voire des systèmes entre guillemets de plateforme. On a vu cette pratique-là où beaucoup d'organismes de formation se sont proposés d'héberger entre guillemets des sous-traitants pour un peu héberger les sous-traitants pour éviter qu'ils aient potentiellement à être eux-mêmes certifiés Calliope, tout en considérant que finalement l'organisme de formation faisait office de plateforme et sous-traitait l'intégralité de la prestation pédagogique. C'est une pratique qui n'est pas illicite en tant que telle, mais qui suppose évidemment un renforcement très fort quand même des pratiques côté organisme de formation, puisque c'est lui évidemment qui reste responsable vis-à-vis de la CDC, parce que c'est lui qui a référencé sur la plateforme EDOF. Alors, est-ce que les écoles supérieures auront ces obligations de travailler uniquement avec des prestataires Calliope on va renvoyer au texte réglementaire. Sur ce sujet-là, je ne pense pas qu'on... Enfin, mon avis très personnel, c'est qu'il n'y a pas de raison de distinguer prestataires de formation publique-privée. Oui, devrait être logé à la même enseigne. Après, l'idée, c'est quand même peut-être de préserver davantage les petits organismes de formation dits sous-traitants. Je pense notamment, par exemple, aux enseignants formateurs en langues étrangères, qui sont évidemment des personnes physiques et qui n'ont pas vocation déjà forcément à être déclarés organismes de formation, et a fortiori, qui ont encore moins vocation à être eux-mêmes certifiés Calliope. Oui, bien sûr. Oui. Et qui sont souvent salariés à temps partiel. Oui. Alors, ça, c'est la fameuse loi qui est effectivement le deuxième pan de la politique volontariste de régulation sous l'angle financier du CPF, dont Michel, effectivement, a parlé au démarrage de ce webinaire. Effectivement, c'est donc la loi de finances pour 2023 qui a été adoptée le 30 décembre dernier et qui pose ce principe de participation financière du titulaire qui pourra être proportionnelle au coût de la formation dans la limite d'un plafond ou fixée à une somme forfaitaire, donc en valeur absolue. Tout dépend de ce que nous dira finalement le texte réglementaire. Ce qui est intéressant, c'est que la loi pose quand même deux exceptions à ce principe. Le premier, c'est qu'il n'y aura pas de reste à charge pour les demandeurs d'emploi. Et le deuxième, c'est qu'il n'y aura pas non plus de reste à charge lorsque l'employeur aura abondé la formation du salarié dans une logique de co-construction. Et c'est là où je me suis permis de dire tout à l'heure, effectivement, de toute façon, c'est pas la peine trop d'ergoter sur un projet de texte qui n'est pas encore publié. Pour autant, c'est quand même intéressant, me semble-t-il, côté employeur, de le remettre un peu en perspective par rapport aux obligations qu'ont les entreprises et les branches professionnelles d'ailleurs, dans le cadre de la négociation collective, de négocier des accords collectifs en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, puisque je le rappelle, dans le cadre de ces négociations collectives, il y a bien une obligation de négocier sur l'item modalités, conditions de l'abondement au titre du CPF. Alors, c'est une obligation de négocier, ce n'est pas une obligation de conclure, mais malgré tout, les entreprises sont amenées, dans le cadre de cette négociation d'accord de GEPP, à réfléchir avec leurs partenaires sociaux à cet item-là. Il est évident que dans le cadre de cette réforme-là, si le texte réglementaire va bien être publié d'ici la fin de l'année, il me semble quand même que ça rebat quand même complètement les cartes de la négo collective, de l'intérêt de négocier un accord collectif sur l'abondement CPF, puisqu'évidemment, dans ce cadre-là, les employeurs auraient tout intérêt à quand même repenser un peu leur politique volontariste en matière de co-investissement
pour se dire qu'effectivement, là, il y a un vrai argument de fond à potentiellement inciter leurs salariés à utiliser leur CPF dans une logique de co-investissement pour suivre des formations qui répondent à des besoins de compétences à court moyen terme dans l'entreprise. Et là, il y a une vraie logique de gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on incite le salarié à mobiliser son CPF, il y aura un cofinancement de l'employeur, une forme d'abondement, et la contrepartie de cela, c'est qu'accessoirement, le salarié pourra suivre une formation diplômante, il valorise son CV et accessoirement, il n'aura pas besoin d'abonder lui-même, c'est-à-dire de participer financièrement au coût d'une formation qui, en pratique, dans la plupart des cas, excède son crédit d'euros au CPF, puisque notamment quand on est sur des formations diplômantes, il est assez probable quand même que le coût de la formation dépasse largement le crédit d'euros dont dispose le salarié sur son CPF. Donc, sur ce sujet-là, c'est vrai que l'observation globale qu'on peut faire, enfin en tout cas moi que je fais en tant qu'avocat intervenant quand même pour un certain nombre d'entreprises, c'est que les entreprises sont très attentistes depuis le départ sur ces politiques d'abondement CPF, très réticentes à négocier des accords collectifs. Il me semble, pour tout un tas de raisons, notamment un peu opérationnelles aussi, j'ai beaucoup de remontées d'entreprises considérant que le sujet n'est pas assez fluide, n'est pas assez sécurisant pour elles dans la façon dont potentiellement l'opérateur CDC propose la gestion de ces abondements CPF, avec une préoccupation très forte d'entreprise qui consiste à dire il faut absolument que si j'abonde le CPF de mes salariés, j'ai la garantie de ce que mon abondement sera bien affecté à telle ou telle formation et que ce ne soit pas, entre guillemets, un mécanisme d'open bar sur le compte personnel de formation de mon salarié. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même une forme d'attentisme qui fait qu'on a quand même très peu d'accords collectifs négociés au niveau des entreprises et des groupes sur le sujet des abondements CPF. Donc, cette mesure-là pourrait être l'occasion quand même pour les entreprises de repenser le sujet et en tout cas potentiellement d'en discuter dans le cadre du dialogue social. En tout cas, il est assez probable que côté partenaires sociaux, les organisations syndicales remontent au créneau. Parfait. On passe sur les décisions de justice ou il y a des questions on a répondu à peu près à toutes les questions. Hein. Ouais. Décision de justice. Alors, décision de justice. Voilà, globalement, la tendance a été posée par l'ordre sur ce sujet-là. On a à la fois toujours des décisions qui ont été rendues par le juge administratif, à la fois sous la forme de référé et au fond. Et on a en fait structurellement parmi l'ensemble des décisions là qui sont recensées, je pense majoritairement des décisions sont d'abord rendues là en référé et on a encore très peu de décisions qui ont été rendues au fond. Voilà. Donc sur la majeure partie des décisions qui ont été rendues en référé, globalement on a un rejet des demandes qui sont formulées par les requérants, donc par les organismes de formation qui contestent le fait d'avoir été déréférencés. Donc globalement, c'est un rejet assez massif de ces demandes. Pour autant, parmi elles, on en a quelques-unes qui ont abouti. Le principal critère déterminant pour le juge des référés, c'est d'observer et d'apprécier si finalement l'organisme de formation est en état vraiment de dépendance économique très forte vis-à-vis de la CDC. C'est-à-dire concrètement, si l'organisme de formation réalise quasiment l'intégralité de son chiffre d'affaires via le CPF, ça peut être une cause suffisante pour justifier la suspension du déréférencement, le temps d'apprécier au fond si la demande du requérant est fondée ou pas, évidemment en droit et en fait. Donc, pour les organismes de formation qui auraient obtenu gain de cause en référé, on reste un peu, il faut être prudent quand même. C'est pas parce qu'on obtient gain de cause en référé qu'on a gagné sur le fond, parce que ce qui est plus important et structurant, c'est ce qui se passe au fond. C'est la décision qui est prise par le juge au fond. Et alors sur les quelques premières décisions qui ont été rendues au fond, là aussi globalement, on a plutôt des rejets des demandes qui sont faites par les requérants. Malgré tout, on a observé, c'est peut-être la slide d'après, je crois. Alors, je ne vais pas trop commenter la slide d'après, parce qu'en fait, c'est finalement celle que j'avais déjà eu l'occasion de commenter lors du précédent webinaire. Donc là, ça a vocation qui a synthétisé un peu à la fois les moyens soulevés par les requérants et les motifs qui sont en pratique retenus par le juge des référés. Et si je me sur la slide d'après au fond, donc là, on a effectivement eu une décision d'un tribunal administratif qui est venu annuler la décision de la Caisse des dépôts qui avait déréférencé temporairement un organisme de formation
et qui demandait donc le remboursement des sommes versées. Alors, ce qui est intéressant dans la décision, effectivement, qui a été rendue par le tribunal administratif, ce qui est même très intéressant parce que je trouve que ça fait ressortir le débat et le sujet autour de la certification Calliope. Ah oui, intéressant. Parce que là, le juge a considéré que parce que l'organisme de formation était déjà certifié Calliope, ça induisait le fait qu'il répondait à l'ensemble des critères indicateurs Calliope relatifs à la qualité et que ça permettait donc de présumer que les formateurs qui faisaient intervenir étaient bien titulaires de l'ensemble des qualifications et compétences requises puisqu'il avait été certifié Calliope. Alors, heureusement quand même, si j'ose dire, l'organisme de formation, dans ce dossier-là, il avait quand même aussi transmis les CV et les certifications de ses formateurs, ce qui permettait quand même un tout petit peu de corroborer la présomption de conformité sur ce terrain-là. Mais c'est vrai que le juge a vraiment mis en avant le fait d'être certifié Calliope, globalement, ça permet de présumer le fait que l'organisme de formation est, on va dire, conforme de ce point de vue-là. C'est un sujet, c'est intéressant. Alors évidemment, évidemment, pourquoi pas. On a même envie de se dire, c'est pour ça que la certification Calliope a été quand même posée et instaurée. À l'heure où aujourd'hui, il y a quand même un débat autour du RNQ, du référentiel Calliope, et réfléchir à comment peut-être repenser un peu les indicateurs et en tout cas renforcer les exigences de qualité, notamment d'ailleurs dans le domaine de l'apprentissage. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais parce qu'il se trouve que dans le domaine de l'apprentissage, on a aussi beaucoup de détournements, beaucoup de fraudes, beaucoup de manœuvres un peu limites. Voilà. Mais ça va avec le sens du vent et évidemment l'explosion globalement de l'apprentissage. Effectivement, ça reste quand même un sujet. C'est-à-dire que la certification Calliope est faite pour ça. Mais c'est vrai que je pense que c'est pas que je pense, c'est que tous les organismes de formation que vous avez déréférencés pour les décisions qui étaient tout à fait justifiées et fondées, ils étaient déjà tous certifiés Calliope. De fait, c'est obligatoire pour entrer à la plateforme. C'est obligatoire. Voilà. C'est pas une condition suffisante. Donc, exactement. Donc, ça interroge quand même beaucoup sur, effectivement, comment dirais-je, effectivement, l'atteinte des objectifs posés par la certification Calliope. Voilà. Alors, là, en l'espèce, l'organisme de formation avait par ailleurs produit un tableau qui permettait de recenser le nombre des interactions intervenues avec les stagiaires pour démontrer notamment les modalités d'assistance pédagogique et technique. Il s'agissait de mémoire d'une formation réalisée à distance notamment. Et donc, finalement, les modalités d'encadrement, d'assistance pédagogique et technique qui sont exigées quand on fait des formations à distance, notamment sur la partie asynchrone, avaient été finalement considérées comme suffisantes du point de vue du juge administratif. La Cour administrative d'appel intervient après, derrière, la CDC fait appel alors nous, on n'a pas encore fait appel sur ces... Oui, c'est la Cour administrative d'appel après, éventuellement. Potentiellement, oui, si la CDC fait appel, tout à fait. Voilà, à suivre. À suivre. Voilà. Et là, je vais pas si vous le permettez, je vais peut-être pas recommander. J'avoue que je n'ai pas mis à jour cette slide depuis le dernier webinaire, mais c'était l'affaire qui avait été largement commentée. Voilà. Il n'y en a pas eu d'autres au pénal depuis pénal, il y en a de cette envergure, non. Celle-là, elle avait été quand même fortement médiatisée. C'était la première, en fait. Voilà, cette première était quand même assez spectaculaire. Voilà. Alors, c'est à moi de parler du contrôle des prestations effectuées, puisqu'on est en fin de webinaire, là, il nous reste à peine 10 minutes. C'est assez rapide, en fait. Première chose, c'est que l'entrée d'une certification aux répertoires nationaux est très complexe, avec un nombre de refus, de rejet des dossiers au RNCP comme au RS qui est très, très, très élevé. Au moins au premier tour. Après, quand un dossier a été rejeté, il faut retravailler, discuter avec l'instructeur ou l'instructrice et puis représenter un dossier. Il faut, voilà, c'est pas parce que ça a été rejeté une première fois qu'on peut pas représenter un nouveau dossier en ayant retravaillé son affaire, finalement. Mais c'est très compliqué et très long. Voilà. En revanche, pour sortir, Goulven Droumaguet, pour ne pas le citer, donc chef de service du RNCP, me disait c'est 45 jours.
C'est-à-dire qu'une fois que les contrôles ont été faits et que l'organisme certificateur ne satisfait pas aux exigences qui sont exigées d'un certificateur, en particulier sur les contrôles faits sur les organismes de formation partenaires qui sont habilités à former ou habilités à former et à évaluer, si l'organisme certificateur n'est pas conforme aux exigences de France Compétences, eh bien, c'est comme à la Caisse des dépôts, il est déréférencé. C'est-à-dire qu'on peut perdre son enregistrement au répertoire plus rapidement, on est plus rapidement sorti que l'on est entré. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la certification est enregistrée au répertoire, RNCP ou répertoire spécifique, eh bien, les difficultés, voilà, il faut faire vivre sa certification, s'assurer de la qualité de la certification, comment elle est conduite, de la qualité des organismes de formation, et puis de soi-même la formation et les VAE, enfin tout ce que l'on conduit. Et donc voilà, je vous ai listé l'information sur les personnes titulaires. Alors l'information sur les personnes titulaires, il faut savoir que pour le RNCP, puisqu'il faut qu'on produise des cohortes, la France Compétences va regarder les comptes des réseaux sociaux des titulaires pour voir si ce qui est dit dans le dossier est bien conforme à ce que les gens disent dans leurs réseaux sociaux. Alors bon, moi, ça pose un problème, je trouve, mais bon, on ne va pas aborder ce sujet-là maintenant. En tout cas, il faut faire très attention à ça. La cohérence des formations proposées sur la plateforme EDOF, donc sur la Caisse des dépôts, avec les certifications et les blocs de compétences. Faire très attention justement à ne pas jouer avec les blocs de compétences, à faire des formations tous azimuts avec les blocs de compétences et pas jouer avec ça. Parce que là, France Compétences est très, très attentif à ça. Au même titre que la CDC, d'ailleurs. Oui. Sur le nombre de formations qui préparent à une seule et même certification, l'idée, c'est que vous avez quand même des règles assez précises qui sont définies dans vos différents guides. Exactement. Et puis après, on s'assure aussi, même si on n'a pas encore stricto sensu intégré les blocs de compétences dans la saisie du catalogue de formation, donc quand on fait des contrôles sur le catalogue, on s'assure qu'on est bien sur un bloc et pas juste sur un module. Voilà, la multiplication des modules au prétexte des blocs, etc. Il faut faire très attention dans la cohérence de ce que l'on fait, parce qu'on est sous une double contrôle. Il y a le contrôle de France Compétences et le contrôle de mon compte formation, et que les deux sont associés ensemble et travaillent ensemble. Donc, l'un travaille avec l'autre. Vous êtes intimement liés, France Compétences et la Caisse des dépôts. On a des échanges très réguliers. Voilà. Et puis la validation de l'accrochage des certifications sur EDOF. Alors en revanche, il est tout à fait probable que nous fassions un webinaire consacré uniquement à l'accrochage, parce que ça présente beaucoup de difficultés pour pas mal de gens. Ça, oui, voilà. Entendu. Et puis la VAE, oui, parce que l'accrochage, beaucoup de gens ne comprennent pas tellement comment ça fonctionne. En fait, lié à l'obligation qui incombe au certificateur de nous envoyer les résultats d'obtention d'une certification à la Caisse des dépôts. Ouais. Effectivement, on a lancé, cette obligation incombe au certificateur depuis l'été 2021. Voilà. Et donc, on accompagne à peu près 3000 certificateurs qui sont concernés. Donc, c'est effectivement une grosse population sur une obligation qui est totalement nouvelle, avec effectivement, on a des certificateurs qui nous remontent les difficultés sur les informations qui nous remontent, qu'ils ont à leur possession et qui, nous, de notre côté, nous permettent ou pas de faire le lien avec l'usager. C'est pas forcément simple. Et effectivement, une question intéressante que vous avez posée, est-ce que c'est une obligation de moyens ou une obligation de résultats? Voilà. Et toutes ces questions-là, il faut qu'on les affine justement avec France Compétences et la DGEFP, le ministère du Travail. Mais on peut programmer un webinaire consacré à l'accrochage avec vous, éventuellement, c'est ça, On peut, oui. En tout cas, nous, on a prévu de le faire, donc, parce qu'il y a effectivement de grosses questions là-dessus, puis sur les modalités de contrôle de manière générale. Donc voilà, ce que je voulais insister, c'est sur les modalités de contrôle de France Compétences sur les organismes certificateurs. Maintenant, les organismes de formation, il ne faut pas vous étonner si les organismes certificateurs vont, eux, à leur tour, renforcer les contrôles sur ce que vous faites en tant qu'organisme de formation prestataire. Si vous êtes partenaire d'un organisme certificateur, puisque le certificateur est sous contrôle très attentif de la Caisse des dépôts et surtout de France Compétences, c'est bien normal que le certificateur contrôle ce que vous faites en tant que partenaire.
Voilà. Donc, il y a forcément des liens qui s'instaurent entre l'organisme certificateur et l'organisme de formation partenaire, que ce soit pour de la VAE ou pour de la formation, de la formation continue. C'est tout à fait normal. Voilà, ben j'ai terminé. Qu'est-ce qu'on peut raconter encore? Il nous reste 6 minutes. 4 minutes. 4 minutes, pardon. 4 minutes, oui. Moi, je vois 56 ici, mais je vois 24 là-haut. C'est parce qu'on a commencé un petit peu après 14h30. Voilà. Non, mais je vous remercie toutes les deux, en tout cas Laure et Sabrina, pour vos éclairages, pour tout ce que vous nous avez apporté comme... alors bon, désolé, on n'a pas répondu à toutes les questions, mais quand même à beaucoup. Vous pouvez noter ce webinaire et le commenter. Il sera accessible sur la plateforme Webikeo et puis également sur notre chaîne YouTube. Donc nos deux chaînes, chaîne Webikeo et chaîne YouTube. Et puis, vous pouvez vous inscrire à nos 2 prochains webinaires. Donc, le 22 juin, une formation d'accord, mais une certification d'abord. Hein, c'est-à-dire que c'est le grand sujet que nous portons, nous, CFS+, c'est de dire formation, 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 CPF, CPF, et on oublie de dire qu'au bout de cette formation CPF, il y a une certification. Et donc, le projet que nous portons, c'est de dire choisissez d'abord votre certification, ensuite, vous allez choisir le moyen d'accès à cette certification. Peut-être une formation, peut-être financée par le CPF, mais il y a d'autres voies d'accès, l'apprentissage, le contrat de professionnalisation, et on a constaté qu'il y a 10% des certifications qui sont obtenues par candidature individuelle. Donc la candidature individuelle, c'est quelque chose qui est intéressant à prendre en compte quand même. Or, on ne trouve nulle part les certifications. Donc, on va reprendre ce que fait France Compétences et puis le mettre un petit peu... présenté de façon différente pour le grand public. Voilà. Et puis, le 20 juillet, donc, nous serons avec Nelly Fessot, qui est la directrice générale donc, de l'agence Erasmus+, pour parler de l'année européenne des compétences et puis du rôle de l'agence Erasmus+. Magnifique, avec cette proposition de loi qui vient d'être adoptée sur la mobilité internationale des apprentis. Voilà, tu es invitée, Sabrina, si tu veux nous rejoindre le 20 juillet. Avec plaisir. Avec Nelly, qui donc dirige maintenant l'agence Erasmus+. Voilà. Merci à tout le monde, merci de vos questions, merci de votre participation. Voilà, à bientôt et merci, je vais mettre fin donc à ce webinaire. À très bientôt. Merci. Merci. Au revoir.